santé est un état de complet bien-être physique, mental et social. Demain, la santé. On n'est jamais mieux que chez soi. Enfin, presque. Que se passe-t-il quand chez soi devient trop, ou pas assez, ou mal, ou trop loin ? Quand chez soi, ce n'est pas ou plus avec quelqu'un qui pourrait donner un coup de main. Quand il n'y a plus de choix que d'en changer tout ou partie. Bonjour et bienvenue dans Demain la santé, où dans cet après-midi consacré à l'habitat, nous allons nous intéresser aux questions que pose le vieillissement. Et pour cela, je suis accompagnée d'Isabelle Malon. Isabelle Malon, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure de sociologie à l'Université Lyon 2 au sein du centre Max Weber et vos travaux portent entre autres sur les parcours résidentiels du vieillissement. Et justement, on a tendance à se concentrer sur l'EHPAD, le fameux établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Mais les parcours ne sont-ils pas plus divers que cela ? Alors, bien sûr, les parcours sont beaucoup plus variés. En fait, il faut rappeler que même si, effectivement, l'EHPAD est sans doute le lieu résidentiel par lequel on saisit le vieillissement, c'est-à-dire qu'effectivement, en EHPAD, on est sûr de trouver que des vieux. Mais en même temps, tous les vieux ne sont pas en EHPAD, loin de là. Au contraire, en fait, la plupart des gens vieillissent chez eux, à leur domicile. Et en fait, plus on avance en âge, plus on observe en fait ce qu'on peut appeler une inertie résidentielle, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on avance en âge, on change de moins en moins de logements. Donc, on a plus de chances de vieillir sur place, de vieillir dans le lieu dans lequel, sinon on a toujours vécu, en fait, dans lequel on a vécu depuis un certain temps. Et donc, ce qu'on observe aussi, ce qu'observent très bien les sciences sociales, c'est que au fur et à mesure qu'on avance en âge, on a tendance à réduire son espace de vie dans la proximité de son domicile. Mais cette réduction en fait de l'espace de vie dans la proximité du domicile, elle n'est pas du tout uniforme, c'est-à-dire qu'elle se fait pas, il n'y a pas une espèce d'évolution linéaire qui dit que en fait à 60 ans, en gros, on parcourt le monde parce que c'est une deuxième jeunesse et il y a des travaux qui montrent que la retraite a pu être un moment où les gens ont pu se remettre à voyager, voire découvrir les voyages pour certaines catégories de population et donc aller loin de chez eux, que effectivement, pour un certain nombre de catégories sociales, on peut avoir au moment de la retraite une double résidence, et notamment on peut alterner entre une maison de famille ou une maison de retraite, mais prévue privativement, plutôt qu'une maison de retraite, et son domicile. Et en fait, c'est sûr que plus on avance en âge, plus on va avoir une centration sur le quartier et ses espaces et ses relations. Mais c'est pas du tout uniforme, donc c'est pas linéaire et c'est très variable en fait selon les catégories sociales. C'est-à-dire que plus on appartient à des catégories où on a des volumes de capitaux économiques, culturels et sociaux élevés, et plus on va maintenir longtemps des espaces alternatifs au quartier et au logement. Et puis, c'est variable aussi selon les quartiers dans lesquels on réside. C'est-à-dire qu'on a des quartiers qui vont davantage soutenir, en fait, à la fois les pratiques et les relations en dehors du domicile ou éventuellement à l'intérieur du domicile, parce que c'est quand même quelque chose que les sociologies du vieillissement et les géographies du vieillissement montrent aussi, c'est-à-dire que quand on avance en âge, on a une inversion en fait des relations, en particulier des relations de proximité. Pendant longtemps, les gens vont chez les autres, rendent des services, et à partir d'un certain moment, il y a des sociologues toulousains qui s'appellent Marcel Drull, Monique Membrado, et je vais rater le nom de Monsieur Clément, il m'en voudra pas,
qui ont montré qu'en fait, au bout d'un moment, on reçoit les fruits de ces investissements passés. Et donc, plutôt que de rendre visite, on reçoit des visites. Plutôt que de rendre service, on en reçoit, même si à tout âge, et ça, on a fait une grosse enquête sur le voisinage à Paris et à Lyon, dans différents contextes résidentiels, même si à tout âge, on se déclare toujours plus serviable que servi, et plus sociable qu'on ne vous rend visite. Et donc ces relations de voisinage ont un rôle important à jouer dans ce parcours résidentiel, ou en tout cas dans cette prévention peut-être d'avoir besoin d'un établissement. En tout cas, c'est sûr que ces relations de proximité, ces relations de voisinage, elles soutiennent la manière dont on se sent bien dans son quartier, dont on se sent en sécurité dans son quartier, et dont le quartier peut être un intermédiaire et permettre d'une certaine manière de freiner un repli sur le domicile qui deviendrait un enfermement, pour reprendre ce qui a été dit dans l'entrée en matière de cette émission. Le chez-soi, il peut devenir inconfortable, infréquentable, une prison d'une certaine manière, quand on y est seul, quand on n'y reçoit plus de visites. Et ça, c'est évidemment dépendant de tout ce qui s'est passé avant, des relations qu'on a pu entretenir dans le quartier, des activités qu'on a pu avoir dans le quartier, et qui vont faire qu'il va y avoir une veille, et qu'on va pouvoir se maintenir chez soi grâce à ses voisins en partie, qui vont prendre des nouvelles, qui vont donner le journal une fois qu'ils l'auront lu, qui vont s'assurer que si jamais la personne a besoin d'un coup de main pour ses courses, etc., ça puisse être le cas en fait, les gens puissent rester chez eux. Et ce maintien chez soi, vous l'avez rapidement évoqué, mais du coup, il ne se traduit pas de la même manière suivant les parcours de vie, suivant les classes sociales. Oui, d'abord parce que ça, c'est des résultats qui sont quand même hyper robustes en démographie. On vieillit pas du tout de la même manière. Alors, selon qu'on est un homme ou une femme, ça c'est quelque chose de très établi. Et presque chaque année, alors je sais pas, c'est moins un marronnier maintenant, mais presque chaque année, on nous rappelle que l'espérance de vie des hommes et des femmes n'est pas la même. Que c'est quelque chose qu'on commence à dire davantage en plus, que l'espérance de vie en bonne santé des hommes et des femmes n'est pas la même, ce qu'on appelle le paradoxe du genre dans le vieillissement, c'est-à-dire que les femmes vivent plus longtemps que les hommes, en moyenne, elles ont une espérance de vie plus longue, mais leur espérance de vie sans incapacité n'est pas tellement plus longue que celle des hommes. Alors, ça veut dire que les femmes vivent plus âgées, mais endurent aussi d'une certaine manière plus de difficultés dans leur vieillissement, vivent leur vieillissement avec plus d'incapacité. Donc ça peut avoir des effets évidemment sur la manière d'habiter son domicile, sur la manière d'y être davantage centré ou assigné. Et ça va aussi, parce que quand on a des difficultés de déplacement, quand on a des difficultés de vision, d'audition, ça peut faire de chaque sortie de son domicile une petite aventure quand même, et ça peut en fait engager à rester davantage chez soi. Et de ce point de vue-là, je pense que la manière dont les hommes et les femmes avancent en âge tout au long de leur vie et investissent de manière différenciée tout au long de leur vie leur logement, peut favoriser en fait ce repli sur le domicile, qui peut être tout à fait un repli soutenant, c'est-à-dire le domicile, c'est un espace dans lequel on se déplace, qu'on connaît par cœur, qui peut être soutenant aussi d'un point de vue psychologique, parce qu'on y a choisi ses meubles, parce qu'on y a les photos de ses enfants, donc il peut être tout à fait soutenant, comme il peut être enfermant à partir du moment où on y vit seul, etc. Et donc, de ce point de vue-là, il y a sans doute une différence quand même entre les hommes et les femmes en termes d'assignation différenciée au foyer,
à son entretien, à la manière dont on l'investit. Et de ce point de vue-là, quand les gens sont confrontés au veuvage, et bien évidemment, hommes et femmes ne le vivent pas du tout de la même manière, puisque ils se retrouvent très souvent, alors ça c'est vrai pour le veuvage avec la mort qui met brutalement fin au compagnonnage, à la coexistence, à la cohabitation dans les lieux, mais ça peut être vrai aussi dès l'apparition d'un certain nombre de handicaps ou de maladies, typiquement les maladies neurodégénératives, qui vont en fait rebattre la répartition des tâches domestiques, par exemple, dans le couple, et vont mettre les individus plus ou moins en difficulté sur certaines tâches selon que les membres du couple s'étaient spécialisés dans l'une ou l'autre des tâches. Et typiquement, on voit bien comment un certain nombre de vieux messieurs sont mis en difficulté par le fait de devoir faire la cuisine tous les jours, alors que c'était éventuellement leur compagne, enfin c'était souvent leur compagne qui s'en chargeait, et que au contraire, les femmes peuvent être mises en difficulté par la nécessité, par exemple, de devoir réviser la voiture et de se charger de tout un ensemble de tâches techniques. Alors, ces exemples, ils sont un peu grossiers, ils sont un peu stéréotypés. Quand on discute avec les gens, on peut avoir des répartitions de tâches où les gens nous disent, et je me souviens très bien d'une dame qui disait en fait, mon mari, quand il a commencé à avoir la maladie d'Alzheimer, ma grosse difficulté, c'était qu'il fallait que je fasse le linge. C'était lui qui s'en était occupé tout le temps, et moi, je savais même pas faire partir une machine. Donc, il y a aussi cette question de, voilà, qu'est-ce que le vieillissement et un certain nombre de difficultés qui l'accompagnent peut rejouer, obliger à rejouer dans l'occupation du domicile. Et puis j'imagine qu'avec l'âge, les habitudes se sont solidifiées et c'est sûrement moins simple de se mettre à des choses dont on n'avait pas l'habitude. Et du coup, est-ce qu'on voit des différences dans le ressenti d'un déménagement vers un EHPAD ou vers une résidence plus adaptée en fonction de ces différents investissements qu'il y avait pu avoir du chez soi? Alors, je pense qu'il y a forcément... Je ne suis pas sûre qu'il faille, souligner de manière très forte cette idée que les habitudes se sont solidifiées. Voilà. Et c'est sûr qu'elles se sont solidifiées et qu'on n'efface pas 30 ans de vie qui a pris une forme particulière dans l'habitat comme ça. Après, les gens ont aussi... plus ou moins de ressources, et ce qui rend les déménagements, alors soit dans les résidences autonomie, soit en EHPAD, parce que les choses peuvent se faire de manière assez différenciée selon les catégories sociales d'une part et selon l'âge d'autre part. On voit bien que j'ai dit tout à l'heure qu'en fait ce qui caractérise le vieillissement, c'est plutôt une inertie résidentielle, c'est-à-dire plutôt des gens qui ne bougent pas. Ça ne veut pas dire que les gens ne sont pas mobiles à la retraite. On a quand même des gens qui sont mobiles au moins à 3 moments de la retraite. Un moment autour de la retraite, ça c'est très bien documenté par les géographes du vieillissement. Je pense notamment à des études pionnières de Françoise Cribier. Donc autour de la retraite, avec cette idée qu'en fait on va profiter de ce temps libéré du travail, de ce temps désaliéné du travail de la retraite, qui a mis beaucoup de monde dans la rue en fait de ce point de vue-là, parce qu'effectivement la retraite apparaît dorénavant comme un moment libéré du travail où on va pouvoir d'une certaine manière profiter de la vie. Donc il y a des mobilités résidentielles à ce moment-là. Il y a des mobilités résidentielles beaucoup plus minoritaires en milieu de retraite, pour justement, d'une certaine manière, auprès de catégories qui anticipent l'avancée en âge et d'éventuelles difficultés de santé ou d'éventuelles incapacités. Et puis, on a des mobilités résidentielles entre guillemets, plutôt en fin de vie, quand les gens ne parviennent pas à se maintenir chez eux. Et donc, de ce point de vue-là, selon effectivement selon les manières dont on a occupé son logement, mais aussi selon les manières dont on n'anticipe ou pas son vieillissement, on va avoir des manières différenciées
de déménager en fait, et donc d'emménager. De fait, on a des politiques publiques qui dessinent des parcours résidentiels et qui vont d'une certaine manière distribuer les gens dans les institutions en fonction de leur capacité ou incapacité. Et de ce point de vue-là, dans les politiques publiques, on a un espèce de parcours résidentiel balisé qui est le maintien à domicile le plus longtemps possible, puis la résidence autonomie quand on a un certain nombre sinon de difficultés, mais en tout cas d'anticipation de difficultés, et puis de difficultés qui ne sont pas des incapacités, qui seraient plutôt de l'ordre du ressenti de l'isolement, de la volonté de ne pas se faire, par exemple, tous les jours à manger, de pouvoir avoir un espace dans lequel rencontrer d'autres personnes plutôt que de vieillir isolé. Et puis, on a les EHPAD et très peu de personnes anticipent en fait de rentrer en EHPAD parce que c'est pas un simple déménagement en fait l'EHPAD, c'est un déménagement vers un espace qui est quand même très médicalisé où on est confronté à des figures difficiles du vieillissement, notamment parce que en raison de ces politiques en fait publiques de maintien à domicile le plus longtemps possible, l'EHPAD concentre quand même des figures de la vieillesse, qui sont des figures de la mauvaise vieillesse d'une certaine manière, de la vieillesse pathologique, avec de très nombreuses... les EHPAD concentrent quand même des personnes qui ont des pathologies neurodégénératives, qui souffrent, qui ont des pathologies de santé mentale, qui souffrent de dépression, qui ont des incapacités assez fortes et des handicaps assez forts. Ce qui fait que, d'une certaine manière, alors que les institutions, tant les résidences autonomiques que les EHPAD, sont des institutions qui demandent à leurs résidents de réaliser des projets de vie, on les met dans des injonctions qui sont des injonctions assez contradictoire en fait. C'est-à-dire que c'est compliqué de faire un projet de vie quand on est en incapacité et quand on est confronté à d'autres personnes qui, d'une certaine manière, figurent en miroir des devenirs possibles du vieillissement auxquels on n'a pas tellement envie de se confronter en fait. Et sur cette idée d'être mis en miroir par rapport à des figures du vieillissement non désirables, est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans la démarche et dans les comportements de personnes qui ont été aidantes de personnes de leur famille ayant des besoins particuliers au cours de leur vieillesse ? Alors, assez peu, et c'est très étonnant en fait de s'apercevoir que... Alors, c'est à la fois assez peu et en fait les gens qui sont aidants de soit de leur conjoint âgé, soit de leurs parents âgés qui ont des besoins de soins de longue durée en fait, sont des gens qui se perçoivent comme aidants et donc comme autonomes, comme responsable d'une certaine manière du bien-être d'autrui, ce qui conduit d'une part à négliger éventuellement ses propres besoins, à ne pas se percevoir comme pouvant être potentiellement aidé. Et comme ce sont des expériences qui sont des expériences difficiles, souvent, ça conduit très largement les personnes qui le peuvent à anticiper leur vieillissement et à l'anticiper en se disant « je ne veux pas faire vivre ça ». En fait, ni à mes enfants, ni à mon conjoint. Donc, je vais essayer de déléguer un certain nombre de tâches, d'anticiper un certain nombre de possibilités. Mais ça, ce n'est possible que lorsque, d'une certaine manière, on a suffisamment de capital économique, suffisamment de capital culturel, suffisamment de capital social pour pouvoir anticiper, par exemple, la vente d'une maison pour aller dans une résidence-service ou dans une... alors, les résidences autonomie, c'est plutôt du logement social, donc c'est pas comme ça que ça se construit. Et en réalité, quand on
pose la question à des gens qui accompagnent au quotidien un conjoint âgé ou un parent âgé, ils se disent assez peu qu'ils vont, d'une certaine manière, être aidés eux-mêmes. Et c'est sans doute ça qui est amélioré, c'est-à-dire qu'on devrait et qui devrait être davantage travaillé dans ce qu'on appelle le care, en fait, le care aux gens âgés, le care à tous les âges de la vie. C'est que, en réalité, on est très souvent aidant et aidé, mais que quand on aide, on voit pas tellement ce pourquoi on est aidé. Quand on est réputé adulte, autonome, en pleine possession de ses moyens physiques, on tend à faire disparaître en fait tous les moments où on est aidé, toutes les conditions qui font que notre autonomie peut se déployer. Et on a tendance à considérer en fait ces deux dimensions, d'abord l'autonomie et l'aide comme opposées, différenciées mais même opposées, et le fait d'être aidant et aidé comme des positions exclusives l'une de l'autre, alors qu'en réalité, dans la vie, elles se conjuguent de manière très forte. Simplement, socialement, quand on aide, on met l'accent sur notre aide, sur notre autonomie, sur notre responsabilité vis-à-vis de la personne aidée, alors que quand on est aidé, on se sent assujetti d'une certaine manière. Et quand on discute avec des gens qui sont aidés au quotidien, on voit bien qu'il est très important pour elles et eux d'apparaître, mais pas seulement d'apparaître, de souligner tout ce à quoi ils contribuent dans l'organisation de leur vie et toutes les manières dont eux aussi et elles aussi, ils aident les personnes qui les aident au quotidien. Et pas forcément les personnes qui les aident directement, mais éventuellement des petits-enfants, d'autres personnes, enfin voilà. Et justement, en dernière question, nous avons beaucoup parlé de situations individuelles, donc d'un capital social, économique, culturel qui est individuel, des placements en résidence qui se font dans le cadre de parcours individuels, de la résidence individuelle. Et est-ce que du coup, il n'y aurait pas quelque chose à explorer du côté du recours collectif pour imaginer de nouvelles modes de prise en charge ou de nouveaux modes d'habiter au vieillissement? En fait, il y a deux choses. D'une part, les capitaux, un certain nombre d'entre eux sont individuels, enfin ils sont quand même très collectivement construits. Donc voilà, ça aussi, il faut indiquer que les capitaux que les gens arrivent à épargner, ils sont le fruit de choix collectifs, ils sont le fruit de structures sociales qui s'imposent aux individus, c'est-à-dire qu'on ne choisit pas complètement de construire, on n'est pas forcément dans les mêmes positions, dans les mêmes situations sociales qui permettent de construire un certain nombre et d'accumuler un certain nombre de capitaux. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que effectivement, du point de vue du vieillissement et de la prévention du vieillissement, on sait très bien, et les politiques en fait de prévention, les politiques publiques de prévention qui nous incitent à manger, à moins de sel, moins gras, à bouger, à faire 10 000 pas par jour, à manger au moins 5 fruits et légumes par jour. C'est des politiques qui s'adressent aux individus et l'enjeu, c'est de pouvoir effectivement organiser je suis désolée, la dimension collective. C'est moi. Devoir vous couper sur ce bel enjeu pour l'avenir, donc organiser des dimensions collectives de prise en charge et de prévention du vieillissement. Encore merci de cet entretien. Nous allons donc rendre l'antenne. Je vous souhaite une bonne journée à l'écoute de Radio Anthropocène. Bon après-midi et à bientôt. Demain, la santé. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social. Demain, la santé.